Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les membranes plasmiques, et ça va être la première d'une série de 4 vidéos sur les membranes plasmiques. Avant de commencer, j'aimerais vous inciter à, par exemple, mettre un like si vous avez aimé la vidéo, et surtout, au-delà du like et de l'abonnement, mettre un commentaire, savoir si l'expérience s'est bien passée ou mal passée. Comme ça, moi, ça me permet ensuite d'améliorer le contenu que je crée, et de pouvoir faire en fonction de vos besoins au mieux possible. Donc voilà, c'est parti, on attaque les membranes plasmiques aujourd'hui, et on va voir comment la membrane plasmique est une mosaïque moléculaire fluide. Donc très important, mosaïque moléculaire et mosaïque fluide. Donc dans un premier temps, on a ici une représentation classique de la membrane plasmique, qui a été mise en place et mise un peu en évidence et présentée comme un modèle moléculaire par Singer et Nicholson en 1972. Donc ça c'est un peu à retenir. Alors, dans l'ordre, la membrane plasmique, c'est une organisation structurale qui est une bicouche lipidique. Donc on a une première couche de lipides et une seconde couche de lipides. Ok ? Donc ici, en exemple, on a les phospholipides qui sont un peu le lipide majeur de ces membranes plasmiques, avec une partie qui est une partie lipide en fait, qui a des interactions hydrophobes, et l'intérieur justement qui est plutôt hydrophile. Ok ? Donc on a une tête lipide et une partie qui est des bras, ce qu'on appelle les bras du phospholipide, et qui, eux, peuvent avoir des interactions hydrophiles. Donc à l'intérieur, hydrophile, à l'extérieur, hydrophobe. Ok ? Donc cette bicouche lipidique, c'est environ 50%, un peu plus de 50% des membranes plasmiques, en masse. Donc pas en quantité, en masse. Ensuite, on a les protéines. Donc on va le voir ensuite, les protéines peuvent être de différentes sortes, et la nature de la protéine lui confère un rôle particulier dans la membrane. Et enfin, on a les glucides, donc qui sont des glycoprotéines, par exemple, qui peuvent être, des bouts glucidiques qui peuvent être liés à des protéines, ce qu'on appelle l'ensemble une glycoprotéine. Et pareil, on peut avoir des glycolipides. Donc en fait, l'ensemble de glucides qui font partie de la membrane plasmique, c'est ce qu'on appelle le glycocalyx. Et donc ça a un rôle de communication qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Alors, donc on a dit que la membrane plasmique, c'était une mosaïque moléculaire, donc c'est ce qu'on a vu, une mosaïque, parce que c'est constitué de plein de choses très différentes et très variables en fonction de la nature de la membrane. Donc chaque membrane a une composition qui lui est particulière. Par exemple, les membranes des mitochondries vont être très différentes des membranes des chloroplastes, ce qui fait que on a d'un côté une chaîne respiratoire et de l'autre côté une chaîne photosynthétique. Une fois qu'on a vu que c'était une mosaïque moléculaire, on peut voir comment la membrane est fluide et comment ça se fait en fait que cette fluidité est si importante et pourquoi on doit retenir que la membrane elle est fluide. En fait, elle est fluide pour plusieurs raisons. Premièrement, les phospholipides qu'on a vus avant peuvent avoir différents mouvements. Donc on peut avoir des mouvements de rotation, ils tournent sur eux-mêmes, des mouvements de flexion ou de balancement. Donc en fait, c'est les bras du phospholipide qui peuvent faire ça. On peut avoir des mouvements latéraux, donc ils changent de place au sein de la même couche. On peut avoir des flip-flops, donc là ils inversent entre deux couches. Donc tout ça, ça confère une certaine fluidité membranaire qui peut évoluer en fonction de la chaleur, de la température ou des contraintes mécaniques qui s'exercent sur les membranes. Donc par exemple, le rôle du cholestérol est très important et peut diminuer la fluidité s'il y a une trop forte température, parce que si on a une trop forte température, on a rupture des liaisons entre tous ces phospholipides, donc des liaisons de Van der Waals, et donc du coup, si on chauffe beaucoup, on augmente la fluidité membranaire, et on remarque que dans la cellule, le cholestérol est utilisé pour un peu combler les espaces qui sont créés et diminuer une fluidité trop importante. Au contraire, si on a une fluidité qui est pas assez importante, on peut avoir le cholestérol qui vient se mettre là pour écarter cette fois-ci les bras. Plutôt que les retenir, on les écarte, on casse les liaisons, pas avec la chaleur mais avec la présence de cholestérol, et on crée de la fluidité membranaire. Ensuite, il est important de parler des différents types de protéines membranaires qui sont qu'on peut retrouver en fait dans la nature. Donc on peut avoir des protéines qui sont soit transmembranaires, donc comme on voit ici. Donc on a un bout hydrophile d'un côté, toute une partie hydrophobe, pour être dans la membrane on est obligé, et une partie hydrophile à l'extérieur. Donc cette partie hydrophobe elle est souvent appelée hélice alpha. Donc ça c'est vraiment de la conformation et de la biochimie pure et dure. Donc normalement vous avez hélice alpha ou feuillet bêta.
Et ensuite, on a des protéines qui peuvent être que de surface, donc uniquement amphiphiles, qui viennent d'un côté de la paroi, ou des protéines périphériques qui sont un petit peu ancrées à des phospholipides, mais qui ont aussi une partie ici. Donc ça, ces différents types de protéines, on les verra dans les transports membranaires notamment, mais on verra un exemple aujourd'hui de comment une protéine peut, entre guillemets, utiliser la fluidité membranaire pour réaliser sa fonction. C'est ce qu'on voit ici, justement, avec la cellulose synthase. Donc c'est l'enzyme qui est responsable de la création de cellulose. Donc la cellulose, c'est vraiment des fibres qui sont rectilignes. Et en fait, la cellulose synthase, lors de son fonctionnement, donc ici par exemple, elle se déplace vers la gauche. Donc elle se déplace vers la gauche, et en fait, le fait de se déplacer le long de cette fluidité membranaire, enfin le long de cette membrane, donc c'est permis par la fluidité membranaire, et ça permet de créer des lignes droites en fait. Parce que comme elle se déplace, pendant qu'elle fait son action de création de cellulose, et bah, du coup, comme elle se déplace le long d'une ligne, elle crée quelque chose qui a une forme de ligne. Donc ça, c'est vraiment permis, et c'est un exemple de l'utilisation, donc si on oublie le finalisme, hein, de l'utilisation, entre guillemets, de la fluidité membranaire par un complexe protéique. Donc ce qu'il y a à retenir pour cette partie, c'est vraiment que la membrane plasmique, c'est une bicouche lipidique, donc comme on a vu, constituée majoritairement de phospholipides. Elle est fluide, constituée de lipides, de protéines et de sucres. Donc les lipides, les protéines transmembranaires, les protéines de surface ou les protéines, j'ai un petit trou, périphériques, et les sucres, donc le glycocalyx. Les protéines peuvent être de plusieurs natures, et donc la nature influe sur leur rôle. Ça peut être des transporteurs membranaires, ça peut être uniquement des protéines G, par exemple, qui servent à la transduction d'un message, etc. On a le glycocalyx, qui a un rôle majeur dans la communication entre les cellules, et la fluidité membranaire varie en fonction du temps, donc l'importance du rôle du cholestérol pour augmenter ou diminuer la fluidité membranaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc surtout n'hésitez pas vraiment, j'insiste, à mettre un commentaire, même si c'est un peu négatif. Bon, vous n'êtes pas obligé de dire des choses horribles, mais soyez vraiment honnête, sincère, pour savoir comment je peux améliorer ces épisodes. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et à bientôt!